Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette journée sur blockchain et droit organisée par la clinique de droit de Rennes. Et je tiens en toute chose à remercier les organisateurs et puis à les féliciter aussi pour cette organisation et ce thème de la blockchain qui est un véritable sujet d'actualité. En tout cas, on entend parler de cette technologie de plus en plus et même les non-geeks sont aujourd'hui de plus en plus appelés à au moins en entendre parler. Alors, vous avez compris, grâce à l'intervention des représentants de l'association Cryptosphère, ce qu'est la blockchain. Et donc, vous avez compris, même si je me permets de le dire peut-être en quelques mots, très rapidement, et ce ne sera évidemment pas aussi précis que ce qui a été dit, que la blockchain, c'est grosso modo un registre public, en principe public, qui va être ouvert à tous et qui va être distribué entre un certain nombre d'ordinateurs par-dessus, par-delà la planète, et tous étant reliés de façon décentralisée dans le cadre d'un réseau peer-to-peer. Ce registre, il a vocation, comme vous l'avez bien présenté, à permettre de lier des blocs les uns après les autres, chaque bloc étant composé d'un certain nombre d'informations, dont des données notamment. Il existe, pour le dire très rapidement, trois catégories de blockchain, des blockchains dites publiques, c'est celle dont on entend parler principalement, qui est le registre ouvert à tous, auquel tout le monde peut accéder, y écrire, y poser ou y réaliser des transactions, c'est Bitcoin, c'est Ethereum, par exemple. Les blockchains hybrides, qu'on appelle aussi les blockchains de consortium, qui, cette fois-ci, sont organisés dans le cadre d'un processus contrôlé par un ensemble de personnes, par exemple des banques. Il y a des consortiums de blockchain réalisés par des banques et aucun autre acteur que des banques qui organisent ce consortium et vont mettre en place cette blockchain dans le cadre d'un projet particulier. Et néanmoins, on parle de blockchain hybride parce que, pour le coup, le public peut y avoir accès grâce à des produits ou des services qui sont développés par ce consortium sur la blockchain. Troisième catégorie de blockchain, c'est la blockchain dite fermée ou privée, qui, pour le coup, est véritablement d'accès en écriture par un organe central avec des nœuds et des participants présélectionnés, choisis et qui n'auront pas vocation à être ouverts au public. La blockchain va ouvrir beaucoup de potentiels, nombreuses potentialités. On dit une blockchain, des blockchains en vérité, parce que déjà Bitcoin et Ethereum sont deux blockchains différentes. Décentralisation d'opérations entre deux personnes qui n'ont plus besoin d'un tiers de confiance pour réaliser des transactions. Vous l'avez parfaitement dit avec le Bitcoin. On peut aujourd'hui, d'un individu à un autre, se transférer de l'argent, des crypto-monnaies, sans qu'un tiers intervienne. Mais les réseaux de blockchain, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi émettre des valeurs mobilières. Aujourd'hui, les sociétés peuvent, avec des dispositifs d'enregistrement électronique partagé, faire des registres qui permettent de tenir des valeurs mobilières, de les émettre et de voir ensuite la façon dont elles sont cédées, transférées et acquises. Mais c'est aussi la possibilité de prouver l'intégrité d'une donnée. Vous avez aussi évoqué cette question. Quand on va mettre, par exemple, les informations relatives à un cadastre sur une blockchain, ça va permettre de contrôler la véracité de cette information, de l'authentifier aussi. Et ça marche dans plein de secteurs. Aujourd'hui, il y a vraiment un gros boom dans le développement des applications blockchain, que ce soit en matière de finance, en matière de santé, en matière de commerce, legal tech et autres. La blockchain, elle se développe depuis un certain nombre d'années. 2009, date à laquelle Nakamoto a publié son livre vert, son livre blanc, pardon, dont vous avez parlé. Et on en entend peut-être un peu plus parler depuis 2015. Ce qui est intéressant, c'est que 2009, 2015, 2017, c'est pendant cette même période qu'on a aussi commencé à entendre beaucoup parler, même si ce n'était pas un sujet nouveau, des données personnelles. Il y a en particulier le règlement RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui a été adopté en 2016 et qui est entré en vigueur dans les États membres en 2018.
Et avec ce texte, l'objectif du législateur européen, c'était de dire les personnes physiques, les individus, tout à chacun doit pouvoir mieux contrôler ces données personnelles qui sont utilisées par les entreprises du web, les GAFAM, mais pas seulement, toutes les entreprises finalement. L'objectif est donc de responsabiliser à la fois ce qu'on appelle les responsables de traitement, qui doivent savoir qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec les données personnelles de chacun, et chacun d'entre nous qui doit être en mesure, grâce au RGPD, de mieux maîtriser, mieux contrôler ces données personnelles. Alors, on peut se dire qu'à ce moment-là, dans la mesure où il y a des développements parallèles et dans la même période entre la blockchain et la réglementation sur les données personnelles, on peut peut-être trouver dans les documents qui concernent les deux projets des informations qui se croisent. Et la question qu'on peut notamment se poser, c'est est-ce qu'il y a une place pour la blockchain dans le RGPD, Règlement général sur la protection des données, dont l'objectif, je l'ai dit, est vraiment de donner aux individus un meilleur contrôle sur leurs données personnelles. Eh bien, si vous faites un contrôle F dans le RGPD, ou vous cherchez blockchain, zéro. Aucune occurrence dans la recherche blockchain. Pas d'occurrence non plus quand on cherche registre distribué ou la notion de décentralisation. Tout ça, toutes ces notions qui sont propres à la blockchain sont en fait pas envisagées, pas anticipées par le législateur du RGPD. On a donc le sentiment, quand on commence à faire cette première recherche, que le législateur européen, quand il a travaillé sur le RGPD, est passé totalement à côté de la technologie blockchain et des implications qu'elle pourra avoir ou qu'elle a déjà sur les données personnelles. Alors, si on fait le travail dans l'autre sens et qu'on regarde notamment le livre blanc du Bitcoin, là, il y a une piste. Là, on voit que la vie privée, la notion de protection des données personnelles, c'est une des préoccupations originelles de Satoshi Nakamoto et qui participe véritablement de l'objectif de la blockchain Bitcoin. On regarde le point numéro 10 du livre blanc de Satoshi Nakamoto, est intitulé « Vie privée ». Ça, c'est clair. Et son objectif, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est dans le système bancaire traditionnel, les intermédiaires, les banques, doivent gérer les données personnelles de leurs clients. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, quand vous créez un compte bancaire, on va vous demander votre carte d'identité, on va vous demander un certain nombre, notamment d'informations personnelles qui vont permettre de contrôler ce que vous faites de vos revenus, comment vous les placez, d'où ils proviennent, etc. Et donc, ces banques, elles gèrent littéralement ces informations qui concernent votre vie privée. L'objectif de la blockchain Bitcoin, ce sera de mettre un terme à ces risques-là d'intermédiaire et de dépendance, finalement, chacun d'entre nous, vis-à-vis du système bancaire. Dans la blockchain, il y a néanmoins une difficulté à laquelle s'est heurté Satoshi Nakamoto, c'est la transparence, c'est un registre public. Et si on veut qu'il y ait des transactions entre individus qui soient faites de façon directe, sans registre tiers, mais qu'on souhaite quelque chose de public, il y a un risque qu'on dévoile finalement à la planète entière, toutes nos données personnelles. Donc l'objectif, on va en reparler, vous en avez parlé, c'est le chiffrage de ces informations, le chiffrement, et on va donc avoir des informations qui ne sont pas a priori directement lisibles par le public sur le registre, mais simplement une suite de chiffres et de lettres qui ne sont pas intelligibles. Donc ça, c'est la solution qui a pu être trouvée pour limiter ce risque de voir cette vie privée. Qui fait une transaction avec qui d'autre? En principe, ça n'apparaît pas lorsqu'on consulte la blockchain par soi. Ceci dit, quand on regarde le livre blanc, il nuance aussitôt sur l'impossibilité d'identifier les parties et il indique très clairement que si vous avez l'identité du propriétaire d'une clé publique, vous avez accès à toutes les transactions que cette personne a pu faire avec cette clé publique. On aura l'occasion d'en reparler. Là, il y a peut-être un petit point d'achoppement qu'on aura l'occasion d'évoquer.
Ce que je veux dire par là, avec ces premiers éléments d'introduction, c'est que le système ne semble pas parfait à première vue dans la protection de la vie privée, même s'il y a quelque chose dans cet objectif. Et donc, je vais vous proposer, bien évidemment, on ne se refait pas en tant que juriste, un propos en deux temps. Une première partie où on va évoquer des incompatibilités qui sont apparentes, mais qui vont être surmontables. Et dans une seconde partie, on observera naturellement que, après qu'on ait fait ce premier constat, on peut aller un peu plus loin et voir qu'il y a des complémentarités qu'on va pouvoir observer entre le RGPD et la blockchain. Alors la question, clairement, elle n'est pas nouvelle, hein. C'est la CNIL notamment qui a proposé des travaux sur le sujet en 2018, et puis la doctrine juridique s'y est très largement intéressée il y a plusieurs années, hein, dès 2015, 2016, 2017, on voit des travaux de la doctrine sur ces questions. Alors, des incompatibilités apparentes, mais surmontables. Je vais essayer de reprendre ici la plupart des points qu'on étudie généralement quand on évoque le RGPD. C'est naturellement la question de son champ d'application, c'est également la question de quelles données on va traiter sur la blockchain, qui sont les acteurs responsables de traitement sous-traitants. La question du transfert des données hors de l'Union européenne va se poser aussi avec la blockchain. Quels sont les droits que les personnes dont les données sont traitées vont pouvoir exercer? Et enfin, quelles sont les obligations du responsable de traitement? Ça nous fait un gros champ de travail, mais je vais naturellement essayer d'aller à l'essentiel pour ne pas qu'on traîne trop sur ces différentes thématiques. Alors, premier point, la question du champ d'application du RGPD et blockchain. Première question qu'on peut tourner de cette façon-là, c'est le RGPD s'applique-t-il à la technologie blockchain? Alors, la première observation, c'est tout d'abord que le RGPD ne liste pas les différents traitements, les méthodes ou les technologies auxquelles il s'applique. L'objectif du législateur était de dire la technologie avec laquelle on traite des données personnelles, elle est appelée à évoluer rapidement dans le temps, et donc par conséquent, il n'est pas raisonnable de commencer à lister les technologies en 2016 qui n'auront rien de commun avec ce qui va se passer dans les années futures. Donc par conséquent, compte tenu de l'évolution rapide des technologies, on s'est dit le RGPD a vocation à tout type de traitement sans s'intéresser spécialement à la technologie. D'ailleurs, le RGPD s'applique aussi à des traitements papier. Donc, quelle que soit la technologie, on s'applique. Premier point. Autre point, c'est la question de l'application personnelle. Le RGPD s'applique au traitement de données personnelles effectué dans le cadre d'activités d'un établissement d'un responsable de traitement ou de son sous-traitant situé sur le territoire d'un État membre. Voilà, c'est un critère, pardon, là c'est d'abord le critère territorial. Il n'y a pas de difficulté à première vue, sous réserve qu'on soit bien en mesure d'identifier un responsable de traitement dans le cadre d'une blockchain. Celui qui est établi en UE, il aura vocation à appliquer le RGPD s'il utilise une technologie blockchain, par exemple, pour traiter des données personnelles. Je n'y vois pas de difficulté ici. Lorsqu'on a des personnes qui sont établies hors de l'UE et qui visent des citoyens européens, là aussi, l'idée, c'est que le RGPD s'applique. Vous le savez, c'est une application extraterritoriale très large que le législateur a voulu pour ce RGPD. Et là encore, avec ce critère personnel, il n'y a pas de difficulté non plus si une entreprise établie aux États-Unis qui utilise la technologie blockchain et traite les données personnelles d'un d'entre nous, le RGPD aura vocation à s'appliquer. Pour moi, pas de difficulté. Quelques difficultés en droit international privé, néanmoins, sont observées par un certain nombre de collègues. C'est l'idée que la blockchain, vous le savez, elle est décentralisée, elle est transnationale et il n'y a pas d'organe de contrôle accessible à tous. On évoque la blockchain publique. Les nœuds qui participent au fonctionnement de blockchain, ils sont établis partout, à l'échelle du monde. Et donc, on peut se poser la question de savoir, finalement, pour trouver une loi applicable, par exemple, à un problème donné sur une blockchain,
quel point de rattachement on va chercher. Ça paraît compliqué. Est-ce qu'on cherche le lieu de localisation d'un mineur? Est-ce qu'on cherche le lieu de localisation de la personne dont les données sont traitées, etc. etc. D'après les juristes en droit international privé, ça peut poser des problèmes. Je pense qu'on peut trouver des solutions dans tout ce qui a pu déjà être dégagé dans la jurisprudence européenne en matière de commerce en ligne et Internet, et si j'ose dire, tout aussi décentralisé, tout aussi transnational, et par conséquent, ce qu'on va chercher, ce n'est pas où est Internet, ça n'a pas de sens. On ne va pas non plus chercher où est la blockchain, ça n'a pas de sens. Ce qu'on va chercher, c'est rechercher qui a utilisé un service, où j'étais quand j'ai utilisé ce service, ou éventuellement, qui a mis en place ce service et où est établie cette personne qui a mis en place ce service. Gardons en tête que la blockchain est une technologie, un vecteur de quelque chose, et c'est déjà ça qui va nous permettre d'apporter des réponses. Alors, deuxième question qu'on va se poser en matière du RGPD, c'est quel type de données personnelles peuvent être traitées sur la blockchain. Je rappelle rapidement ce qu'est une donnée personnelle, c'est l'idée que constitue une donnée personnelle toutes les données relatives à des personnes physiques vivantes qui permettent de l'identifier, en gros de l'isoler dans un groupe. Un groupe de consommateurs, un groupe d'utilisateurs sur une plateforme. Je sais que telle personne est identifiée dès lors que j'ai accès à certaines informations comme son compte bancaire, son nom, son prénom, son adresse mail ou d'autres choses. La notion de données personnelles est particulièrement vaste, c'est aussi un objectif choisi du législateur pour englober au maximum toutes les données qui peuvent toucher les individus. En l'occurrence, il n'y a pas de difficulté non plus en matière de blockchain, c'est-à-dire que parmi les services qui sont mis en place par tous les acteurs qu'on peut évoquer, toutes les données personnelles peuvent avoir vocation à être stockées sur le blockchain. Alors, il y a quand même eu une question qui a pu être relevée par de nombreux commentateurs, c'est la question de l'adresse personnelle, l'adresse publique. Cette adresse publique qu'on vous attribue lorsque notamment vous allez créer un portefeuille un portefeuille de crypto-monnaie, vous allez vous créer un compte sur Binance ou sur Maya pour ceux qui sont sur Elrond, il y a un numéro qui vous est attribué, une adresse publique. Cette adresse publique, vous l'utilisez pour toutes vos transactions. Est-ce que cette adresse publique, c'est une donnée personnelle? A priori, c'est une suite de chiffres et de lettres qui ne permet pas, quand on la regarde sur un ordinateur, de savoir qui est derrière. L'une des réponses qu'on cherche à apporter à ça, c'est notamment faire un parallèle avec l'adresse IP d'un ordinateur. Aujourd'hui, la jurisprudence est très claire, la CJUE, la Cour de cassation l'ont admise. L'adresse IP est une adresse personnelle parce qu'elle permet, peut-être pas directement, mais indirectement, quand elle est recoupée avec d'autres informations, d'aller retrouver la personne qui est derrière. Et c'est probablement tout à fait le cas avec une adresse publique, en supposant que cette adresse publique ne varie pas. Il y a des systèmes qui permettent de faire changer l'adresse publique à chaque fois, à chaque transaction. Ça, on pourra éventuellement en reparler. Mais quand l'adresse publique est celle de tout à chacun qui ne cherche pas spécialement à créer un anonymat, eh bien, l'adresse publique ne varie pas. Et si quelqu'un sait qui est derrière cette adresse publique, c'est bien une donnée personnelle. Et de ce point de vue, on voit bien que la blockchain, elle est quand même assez imparfaite, puisqu'il suffit de savoir qui est derrière une adresse publique pour savoir la personne qui est derrière. On le voit bien d'ailleurs dans la presse. Aujourd'hui, on sait que Tesla, on sait que MicroStrategy achète des centaines de milliers de bitcoins dans le cadre de leurs investissements. Et si on le sait, c'est parce qu'on est capable de savoir qui est derrière leur adresse publique. Et donc, ces fameuses baleines, on les connaît et on les identifie et on est capable de le savoir. Alors, parfois, on sait que tel portefeuille de crypto envoie tant de bitcoins vers tel autre portefeuille de crypto, mais parfois vers pour le coup, des adresses anonymes, ce qui rend peut-être parfois le traçage difficile. Alors, sachez quand même qu'aujourd'hui, sur les blockchains, il existe
des entreprises qui permettent d'explorer les blockchains sur Ethereum, sur Bitcoin ou sur d'autres, et on peut parfaitement retrouver toutes les transactions, plutôt que de le faire manuellement, un peu passer par une entreprise qui propose ce service, toutes les transactions d'une personne. Autrement dit, l'adresse publique, à première vue, n'offre non pas un anonymat, mais un pseudonymat, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, et je partage parfaitement cette position. Alors évidemment, la difficulté qui va être derrière tout ça, ce sera, on l'a dit aussi tout à l'heure, la question de l'utilisation de ces comptes anonymes ou au moins pseudonymes pour réaliser des activités illicites, blanchir de l'argent ou financer le terrorisme. Et il y a évidemment un équilibre à trouver entre un anonymat total que souhaiteraient peut-être les partisans de la première heure du Bitcoin, et puis les gouvernements et d'autres qui disent non, on ne peut pas se satisfaire de cet anonymat dans la mesure où il y a ce risque de financement du terrorisme. Alors, sur le point des données personnelles, j'aimerais quand même dire quelque chose de... il faut apporter des précisions supplémentaires. Là, on évoque la question des données personnelles dans la blockchain. Mais si on traite bien le sujet du RGPD jusqu'au bout et de la gestion des données personnelles sur la blockchain, il faut aussi évoquer la question des données personnelles traitées par les utilisateurs de services sur la blockchain. Et je pense notamment à toutes ces entreprises qui vont mettre en place notamment des exchanges de crypto-monnaies, comme Binance, pour ne citer qu'elles, puisqu'ils sont désormais prestataires de services sur actifs numériques. Et il se trouve, vous l'avez dit aussi, que ces prestataires ont vocation à récupérer des données personnelles pour créer un compte client. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà créé un compte pour détenir, ne serait-ce que pour essayer quelques crypto-monnaies, mais grosso modo, je pense par exemple à Binance, si je me souviens bien. Non seulement vous allez décliner votre identité, votre adresse mail, mais vous allez aussi prendre une photo de votre carte d'identité ou d'un autre document d'identité. Ça va être bien quelque part chez eux, dans leur serveur, ça va être stocké quelque part. Et il y a également, je ne sais plus si c'est sur Binance ou sur un autre, un scan du visage. On ne peut pas être plus dans les données personnelles que ce genre d'informations. Donc là, gardez bien en tête par contre que ce n'est pas des données personnelles qui seront sur la blockchain, a priori, mais ce seront des données personnelles qui seront stockées chez ces acteurs qui travaillent notamment sur la blockchain. Ça, c'est des obligations dites de KYC, Know Your Customer, qui obligent notamment les prestataires de services sur actifs numériques, notamment dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, de savoir à qui on a affaire pour éviter l'utilisation de leurs services de façon illicite. Dernière question pour évoquer le sujet des données personnelles. La vraie question qui va se poser, c'est faut-il stocker des données personnelles sur la blockchain? C'est vrai que le sujet pourrait se poser, on a évoqué tout à l'heure, l'idée qu'on peut mettre un certain nombre de données sur la blockchain pour un certain nombre de raisons, dont garantir l'authenticité, l'horodatage, la date exacte d'une information, etc. On peut donc y mettre des contrats, on peut y mettre des brevets, on peut y mettre tout un tas de choses. Mais ces documents, ils vont comporter des données personnelles. Des noms, des prénoms, des adresses, des informations financières peut-être, des prix, ce genre de choses. Et évidemment, on pourra se demander, on va en reparler tout à l'heure, s'il n'y a pas un léger problème s'agissant de certaines caractéristiques propres à la blockchain, que sont notamment l'impossibilité de changer les informations, l'immutabilité de la blockchain, fait qu'il y aura peut-être un problème, notamment quand je voudrais exercer mon droit à l'effacement. On va en reparler après. Donc, moi, ce que j'ai observé, du peu de pratique que je peux avoir sur le sujet, c'est qu'au moins, il sera assez rare à proprement parler de stocker directement des données personnelles sur la blockchain, mais en fait,
de conserver ces données personnelles sur des documents off-chain et de ne laisser sur la blockchain que le strict minimum, dont en particulier l'empreinte de ce document, le hash de ce document, qui fait qu'en principe, on n'a pas l'information, la donnée personnelle directement sur la blockchain, qui reste stockée sur un serveur, par exemple, un coffre-fort numérique, mais seule son empreinte cryptographique apparaît sur la blockchain. C'est une des recommandations, d'ailleurs, qu'on va faire le plus souvent. Troisième question qu'on peut évoquer en matière de RGPD et compatibilité avec la blockchain, c'est est-ce qu'il y a un responsable de traitement dans la blockchain? Alors, je peux le dire tout de suite, la question que je pose, est-ce qu'il y a un responsable de traitement sur la blockchain, est un peu aussi, j'allais dire naïve, que de poser la question de savoir est-ce qu'il y a un responsable de traitement sur Internet? Ça paraît évident aujourd'hui, il n'y a pas de responsable de traitement sur Internet en tant que tel. C'est pour des services particuliers qu'il y aura éventuellement un responsable de traitement. Et le problème, en l'occurrence, s'agissant des responsables de traitement en matière de blockchain, c'est que là, pour le coup, il y a vraiment un point de frottement en matière de conception. La blockchain, on l'a dit, l'idée, c'est quelque chose de pair à pair, décentralisé, sans organe de contrôle. Et le RGPD, lui, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Le RGPD, il fonctionne dans l'idée qu'on a un acteur qui traite des données personnelles dans quelque chose d'hyper vertical, en fait, avec un organe central, le responsable de traitement. Et ce responsable de traitement, c'est le point de contact unique dans le cadre de l'application du RGPD. On voit bien que ça ne colle pas avec la blockchain, qui est quelque chose, pour le coup, de parfaitement vertical et auquel on ne pourra pas rattacher un point de contact. Alors, moi, j'ai regardé dans la doctrine, la plupart de mes collègues ont cherché se dire, il y a quand même plein d'acteurs dans la blockchain, et on peut vérifier peut-être si parmi ces acteurs, il n'y en a pas un ou plusieurs dont on pourrait dire qu'ils seraient responsables de traitement. Alors, la question s'est posée, est-ce que les nœuds qui constituent un réseau blockchain sont des responsables de traitement? Probablement pas, d'après la plupart des auteurs, parce que ok, ils détiennent une copie du registre, ils s'assurent du respect des règles du consensus, ils valident les blocs, mais ce n'est pas eux qui décident du traitement des données personnelles. Ils ne font a priori que exécuter un protocole, si je comprends bien le système, et ils ont, semble-t-il, un rôle qui est plutôt passif vis-à-vis des données personnelles. Donc moi, je suis plutôt d'avis de dire les nœuds ne sont pas des responsables de traitement. Deuxième idée, les mineurs. Est-ce que les mineurs, qui sont aussi des nœuds, mais qui ont un rôle plus spécifique de validation des blocs, sont des responsables de traitement? Probablement pas non plus, pour la même raison qu'ils sont passifs vis-à-vis des données personnelles. Ils ont une fonction qui apparemment est purement technique, et par conséquent, ils n'interviennent pas non plus, je crois, dans le traitement des données personnelles. Et puis, on voit mal, de toute façon, comment les nœuds et les mineurs pourraient appliquer le RGPD, alors que tout le RGPD repose sur la tenue d'un registre de traitement, le respect d'un certain nombre d'obligations de conformité, des analyses d'impact. Qui, parmi les mineurs, qui sont plusieurs dizaines de milliers, notamment sur Bitcoin, va tenir ce registre? On ne voit pas du tout comment ça peut marcher. La question, finalement, pour chercher un responsable de traitement, c'est de se tourner vers les utilisateurs. Ceux qui utilisent la blockchain et qui proposent des services à travers une blockchain et qui sont appelés avec ces services à traiter des données personnelles, c'est certainement eux qui seront responsables de traitement. Exemple, le notaire qui enregistre un titre de propriété de son client dans une blockchain, il est probablement responsable de traitement. Celui qui conçoit une application sur Ethereum, pour redater des preuves, par exemple, et qui propose ça à ses clients, il est très probablement responsable de traitement. L'exchange qui offre un service en crypto, il est responsable de traitement aussi. Alors, là, j'évoque les choses peut-être sous l'angle des blockchains publiques. Dans le cadre des blockchains privées, le sujet est peut-être un peu plus évident dans la mesure où les mineurs et les nœuds vont être en nombre beaucoup plus restreint, ils vont être connus et généralement sélectionnés. Et donc, on a
coutume d'observer peut-être que dans les blockchains de consortium, il y a peut-être responsable de traitement conjoint, alors que dans les blockchains, dans les blockchains privées, il y a très probablement un organe central qui sera déterminé et qui pourra être considéré comme responsable de traitement. La question suivante, qui fait le lien avec celle de responsable de traitement, c'est qui est le sous-traitant? On retrouve exactement les mêmes idées. De la même façon, le sous-traitant, c'est celui qui traite des données sur demande, sur instruction d'un responsable de traitement. La CNIL, notamment, a cherché qui pourrait être sous-traitant sur la blockchain et là-dessus, ils sont peut-être un peu moins catégoriques que pour les responsables de traitement. Ils viennent nous dire que les mineurs pourraient se voir qualifiés de sous-traitants dès lors qu'ils exécutent des tâches de vérification, notamment vérification de format, vérification que le participant est en mesure d'effectuer sa transaction, par exemple. Je ne sais pas si je suis d'accord avec cette analyse. Il faut peut-être creuser un petit peu les choses. On retrouve pour moi les mêmes difficultés que tout à l'heure, c'est que les mineurs ne sont pas forcément sélectionnés. Et puis, on trouve aussi beaucoup de difficultés à appliquer les règles pures du RGPD en matière de sous-traitance, qui consiste notamment à la nécessité d'un contrat entre le sous-traitant et le responsable de traitement. Là, encore une fois, avec des mineurs qui sont disséminés partout sur le territoire, ça veut dire qu'un responsable de traitement, il doit faire un contrat avec tous les mineurs. Ça me paraît hors de propos et absolument impossible à mettre en place. Alors, la CNIL, justement, elle a évoqué cette question comme étant un véritable problème. Elle a dit qu'elle mènerait une réflexion approfondie. Elle encourage les acteurs à avoir recours à des solutions innovantes. Mais depuis, on n'a pas tellement d'infos, donc ce serait bien d'avoir peut-être des précisions. J'imagine qu'ils sont en train d'y travailler, mais les infos ne sont pas encore tout à fait claires sur ce thème. Donc, prudence quand même dans l'analyse. Les sous-traitants, je ne crois pas que ce soit des mineurs, ou alors il y aurait des grosses difficultés à le mettre en place. En revanche, des sous-traitants, on en trouvera nécessairement dans ceux qui développent des logiciels pour le compte de sous-traitants qui utiliseront la technologie blockchain, les fournisseurs de services. Ça, pour le coup, je n'y vois pas de difficulté. Autre point en matière d'application du RGPD, c'est la question des données transférées hors de l'Union européenne. Je le dis rapidement, le RGPD vient organiser très strictement le transfert de données en dehors de l'Union européenne en expliquant grosso modo qu'on ne doit pas transférer les données dans des États où la réglementation n'est pas aussi sécurisée qu'en Europe. Il y a un certain nombre de choses qui s'appliquent. On cherche en vérité à vérifier qu'il y a un niveau de protection adéquat dans les pays où les données sont transférées. Le problème qu'on va trouver en matière de blockchain, c'est que, on l'a dit, c'est un registre mondial, c'est un registre distribué, partagé. Et donc, si une blockchain a vocation à avoir des données personnelles, eh bien, ces données personnelles elles vont partir dans tous les nœuds qui constituent le réseau et certainement dans des endroits où les données personnelles ne sont pas protégées de la même façon qu'en Union européenne. Potentiellement, l'utilisation de la blockchain a donc il y a donc des risques de ne pas être en conformité avec cette problématique du transfert des données en dehors de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'un responsable de traitement, ici, il aurait bien des difficultés à contrôler tous les endroits et toutes les lois applicables là où tous les mineurs sont établis pour vérifier que les données sont transférées dans un pays qui a une législation proche ou similaire de la nôtre. La solution, l'une des solutions, c'est d'éviter autant que possible que sur une blockchain, on inscrive des données personnelles. Le mieux, on en reparlera, est certainement toujours de faire attention et de placer en dehors de la chaîne les données personnelles à proprement parler et de n'y mettre seulement que les informations chiffrées. Dans les blockchains privées, encore une fois, ce risque est peut-être beaucoup plus facile à maîtriser.
parce qu'on va connaître les différents acteurs. Dès lors que dans une blockchain privée, on est quelques dizaines de mineurs, quelques dizaines de nœuds, je dis ça de façon théorique, hein, on sait où ils sont établis, on sait éventuellement qu'ils ne doivent pas s'établir dans tel ou tel pays, ou qu'on ne travaille pas avec tel ou tel mineur établi à tel endroit, parce que leur législation ne convient pas. Et donc, dans une blockchain privée, on peut parfaitement construire les choses en anticipant ce risque de transfert de données dans des pays qui sont conformes au RGPD. Autre point d'achoppement qui montre qu'il y a pas mal de difficultés à observer la compatibilité entre RGPD et blockchain, c'est la question de l'exercice des droits. Chacun d'entre nous, grâce au RGPD, peut exercer un certain nombre de droits vis-à-vis des responsables de traitement. Typiquement, c'est le droit à l'information, c'est le droit d'opposition, le droit d'accès, le droit de rectification ou encore le droit à l'effacement, etc., etc. Est-ce que tous ces droits qui sont reconnus à chacun d'entre nous peuvent être correctement exercés si mes données personnelles sont inscrites sur une blockchain? Alors, pour certains d'entre eux, apparemment, ça ne pose pas trop de difficultés. Le droit à l'information, par exemple, ne semble pas en défaut. Le droit d'accès, est-ce que je peux accéder et savoir quelles données personnelles est traitées sur la blockchain? Ça ne devrait pas poser de difficultés non plus. Le droit à la limitation du traitement, non plus. Ça ne devrait pas poser de problème. En revanche, il y a certains droits reconnus à chacun d'entre nous qui seront délicats à exercer si des données personnelles sont inscrites sur une blockchain. Premier exemple, le droit à l'effacement. Ce droit à l'effacement, c'est quoi? Rappel, c'est l'idée que toute personne peut obtenir la suppression de ces données à condition qu'elle puisse se prévaloir de certains motifs. Les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées. C'était des données dont on avait consenti le traitement et on a retiré son consentement, etc., etc. Le problème, c'est que contrairement à un site web classique, lorsqu'une information est sur une chaîne de blocs, on ne peut plus la retirer. Elle est elle-même une part de la chaîne de blocs, qui fait que si on retire l'information, tous les blocs suivants sont invalidés. Et donc, ça va mettre en défaut la totalité de la blockchain, si on enlève ou qu'on change une information sur la chaîne de blocs. C'est ce qui fait d'ailleurs la grande qualité des blockchains, c'est le caractère inaltérable, ou en tout cas, que techniquement, on ne puisse pas effacer des données. Alors, techniquement, en fait, ce qui se passe, c'est que l'effacement d'une donnée est possible sur une blockchain, mais elle implique en pratique la déconstruction de toute la blockchain jusqu'à la donnée qu'on veut enlever, et de reconstruire ensuite toute la blockchain jusqu'à là où on a démarré, enfin jusqu'à là où on est arrivé au moment où on s'est dit tiens, j'aimerais effacer celle-là. Et ça implique quoi? Techniquement, c'est possible, mais ça implique de refaire tout le consensus avec tous les mineurs. Et là, il y a un gros risque qu'on ne parvienne pas forcément à avoir ce consensus, ou que ce soit extrêmement long à mettre en place, ou compliqué en tout cas. Et puis, il y a un truc aussi, d'un point de vue plus conceptuel, c'est pas vraiment dans la philosophie même de la blockchain de pouvoir modifier quand on a envie le contenu de la blockchain. Ce n'était pas du tout l'objectif. Même chose pour le droit de rectification, on comprend parfaitement l'idée. Modifier une information, ça viendrait modifier toute la blockchain en sa globalité. Autre observation, s'agissant du droit à la portabilité, pour terminer sur celui-là. Sur le droit à la portabilité, on peut probablement évoquer les mêmes choses que pour le droit à l'effacement et le droit de rectification, mais pardon, c'est ce que je voulais dire. Sur le droit à la portabilité, l'idée est peut-être qu'on pourrait y arriver. C'est-à-dire que des données personnelles qui sont sur un bloc, on peut les trouver, et on pourrait parfaitement dire à un prestataire de service qui a mis ce service sur le blockchain, les données que vous avez sur moi et que vous avez inscrites sur la blockchain,
vous allez me les rendre, vous allez me les donner, et je vais les transférer à un autre prestataire. Ce n'est pas exactement ça la vraie notion de portabilité qu'on connaît aujourd'hui. L'idée, c'est qu'un responsable de traitement récupère toutes les données qu'il a sur vous et est en mesure de les transmettre à un autre responsable de traitement, et lui aura ensuite la charge de les effacer. Là, il n'y aura pas d'effacement. Au pire, il y aura une duplication des données. C'est possible. Les données resteront sur la blockchain d'origine et on les transférera éventuellement sur une autre blockchain. Donc, le droit à la portabilité à travers la blockchain n'est peut-être pas non plus réalisable dans sa conception telle qu'elle existe dans le RGPD. Dernier point, s'agissant des obligations du responsable de traitement. Le responsable de traitement qu'on a évoqué tout à l'heure est tenu par le Règlement général sur la protection des données par un principe qu'on appelle le principe d'accountability, qui est de prendre la responsabilité de gérer les données personnelles des clients, par exemple, et de respecter un certain nombre d'obligations de conformité, comme déterminer la licéité du traitement, être loyal dans le traitement des données, faire preuve de transparence, minimiser les données qui sont traitées. Je ne vais pas faire la liste entière de toutes ces obligations qui reposent sur les épaules des responsables de traitement. On peut peut-être évoquer certaines d'entre elles. La première, c'est la question de la durée de conservation. Les responsables de traitement sont tenus par le RGPD de limiter la durée de conservation des données personnelles en se plaçant sur la durée qui est justifiée par la nature du traitement, par les finalités qui étaient choisies. Et selon chaque finalité, on viendra dire, pour ces finalités-là, il est raisonnable de garder les données 2 ans. Pour ce type de finalité-là, il est raisonnable de garder ces données 6 mois. Pour les données sensibles, par exemple, bancaires, il est raisonnable de ne pas les garder trop. Juste le temps de l'opération, par exemple. Là encore, on a peut-être une difficulté, puisque par la nature même d'une blockchain, la donnée qui est inscrite a vocation à rester, au moins en tant que la blockchain existe, sur la blockchain. Et le responsable de traitement n'aura peut-être pas grand-chose à dire d'autre que les données personnelles que j'ai prises sur vous, je les ai inscrites sur la blockchain et leur durée de conservation, c'est la durée de la blockchain. Ok, c'est peut-être pas très satisfaisant pour l'individu, d'autant plus si la finalité du traitement est terminée et atteinte. Donc ça veut dire qu'on peut avoir aussi, dans la blockchain, un véritable décalage entre la durée de conservation théorique d'une blockchain en fonction de la finalité qui est attribuée et en fait la durée de conservation réelle qui sera indéfinie probablement tant que dure une blockchain. Alors là, bien sûr, pour ce qui concerne cette difficulté, dans le cas d'une blockchain privée, on aura peut-être des solutions plus efficaces pour gérer ces difficultés. Autre obligation qui repose sur le responsable de traitement, c'est la durée de conservation, le principe de minimisation. La CNIL rappelle sur ce sujet, le principe de minimisation exige que les données collectées soient pertinentes au regard des finalités poursuivies. Et en raison de la nature même de la blockchain, le principe, je crois, de minimisation doit certainement être apprécié de façon plus rigoureuse que sur n'importe quelle autre technologie. Parce qu'on sait que les données personnelles, si elles sont stockées sur la blockchain, on va avoir du mal à exercer le droit à l'effacement, de limitation, de rectification, etc. Donc, si on prend la décision d'utiliser une blockchain pour mettre des données perso, le principe de minimisation doit être encore plus fort probablement et se dire, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'utiliser les données perso pour les mettre sur une blockchain? Et si c'est vraiment nécessaire, quelles sont les données personnelles qui sont rigoureusement utiles? Et je m'abstiens, dans tous les autres cas,
de mettre mes données personnelles sur la blockchain. Autre point d'importance, reposant sur le responsable de traitement, c'est la question de l'intégrité de la sécurité des données. Le RGPD, pour un certain nombre de raisons, et tout particulièrement pour protéger les individus contre l'usurpation d'identité, par exemple, oblige les responsables de traitement à avoir de grosses exigences en matière de protection des données qu'ils stockent, garantir l'intégrité de ces données, garantir la sécurité de ces données en prenant un certain nombre de mesures techniques, organisationnelles, afin d'éviter que ces données soient supprimées, afin d'éviter que ces données soient modifiées ou afin que ces données soient récupérées par des acteurs malveillants. En matière de blockchain, tout l'intérêt, en l'occurrence, de la blockchain, c'est précisément cette intégrité, cette sécurité qu'elle peut donner. C'est vrai que là aussi, quand on regarde et qu'on lit ce qui se dit sur les blockchains, c'est que pour le coup, les blockchains peuvent certainement donner des pistes de travail pour rechercher l'atteinte de cette exigence du RGPD qui est de protéger de sécurité les données. Avec la question notamment du consensus, dont on sait aujourd'hui qu'il est efficace. Il y a très peu d'attaques qui ont marché. Je crois qu'il y en a une sur un DAO il y a quelques années, ou sur Ethereum, mais très rarement on voit des attaques efficaces sur la blockchain. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Il nous reste un peu plus d'une demi-heure. Je pense qu'on va réussir à travailler les choses dans les temps et peut-être même un peu en avance, mais ce n'est pas grave. J'aimerais, maintenant qu'on a vu qu'entre blockchain et RGPD, il y a pas mal d'incompatibilités. En tout cas, on voit qu'il y a des vrais points de frottement qui semblent rendre les choses irréconciliables, puisque c'était le titre de l'intervention. On va voir quand même qu'on peut réconcilier RGPD et blockchain. On peut en tout cas rechercher ce qu'ils peuvent s'apporter l'un à l'autre. Et donc, j'ai intitulé ce grand 2 « Des apports mutuels pour écrire une histoire en commun ». Et cette histoire, elle peut être écrite des deux côtés. C'est-à-dire que tout à la fois, on peut voir qu'on peut utiliser la blockchain dans le respect du RGPD, à condition peut-être de respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Et puis, on verra dans le deuxième temps que lorsqu'on regarde les choses dans l'autre sens, la blockchain peut certainement être utilisée pour rendre conforme certains traitements, pour avoir une activité en tant que responsable de traitement qui sera conforme au RGPD. Donc, les choses en deux temps. D'abord, les bonnes pratiques pour utiliser la blockchain dans le respect du RGPD. Alors, encore une fois, ce n'est pas des bonnes pratiques que j'ai découvertes moi-même, mais qu'on retrouve dans un certain nombre de travaux, notamment ceux de la CNIL, mais aussi d'un certain nombre d'autres collègues qui ont pu publier dans les revues juridiques. Première bonne pratique, pour ceux d'entre nous qui voudraient éventuellement travailler sur la blockchain et qui s'inquiètent des conséquences que ça peut avoir sur les données personnelles. Première bonne pratique, c'est d'abord de se dire, est-ce que la technologie blockchain est nécessaire pour faire mon activité? Il y a un petit peu un phénomène de hype, il ne faut pas se le cacher, dans la blockchain, c'est de dire, ok, je vais faire une startup avec de la blockchain. Je ne sais pas ce que je vais faire comme produit, mais ça a l'air génial de faire de la blockchain. En plus, les gens, ils adorent ça. Donc, je vais vendre du truc, on verra. Ça ne va pas. D'abord, on a une idée, puis après, on verra si la technologie blockchain va servir à mon idée. Quelle est la plus-value véritablement de l'utilisation de la blockchain? Quels sont les risques à utiliser la blockchain? Et est-ce que je peux parvenir à atteindre mon objectif? Faire du e-commerce, je n'ai pas besoin de la blockchain, pas forcément. Donc ça, c'est vraiment la première bonne pratique. On ne cède pas au phénomène de hype, et puis on vérifie si la technologie blockchain est adaptée à son projet. Deuxième bonne pratique,
c'est peut-être, je l'ai indiqué à plusieurs reprises, que c'était peut-être la solution, parfois, de se dire que finalement, la blockchain publique, c'est une chose. C'est vrai qu'elles ont leurs intérêts pour plein de choses, Bitcoin, Ethereum et d'autres. Mais peut-être que dans certains cas, pour mieux maîtriser, si on évoque la question des données personnelles, hein, c'est le sujet ici, mieux maîtriser les chaînes de blocs, structurer la gouvernance de la blockchain, eh bien, il faut probablement peut-être faire un trait sur l'idée de décentralisation, mais passer peut-être sur des blockchains privées ou à permission qu'on peut forcément mieux maîtriser que dans une blockchain publique. Il faut garder en tête que entre la blockchain publique, les blockchains de consortium et les blockchains privées, finalement, il y a un éventail de choix qui, là encore, doit répondre aux besoins qu'on a, à la philosophie de l'entreprise qu'on met en place et au contrôle, à la gouvernance qu'on souhaite organiser. Si vous pensez qu'il faut organiser une gouvernance, structurer votre blockchain, etc., il faudra plutôt passer par une blockchain privée. Mais si votre projet ne nécessite pas d'organiser cette gouvernance ou de structurer, alors peut-être le choix d'une blockchain publique peut se justifier. Troisième point de pratique, et dans l'hypothèse peut-être où on ferait le choix d'une blockchain publique, là, il y a vraiment un sujet, quand on évoque la question des données personnelles, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est certainement de limiter ou d'éviter autant que possible le stockage des données personnelles en clair sur la blockchain. En évitant de stocker les données personnelles sur la blockchain, on se facilite la tâche. Pas de données personnelles, pas de RGPD. Alors, c'est vrai que ce ne sera pas toujours aussi évident, donc il y a un certain nombre d'outils qui vont pouvoir être utilisés, notamment le fait d'utiliser clairement les clés privées, les clés publiques pour chiffrer les données personnelles. Alors, il y a plusieurs exemples qu'on peut peut-être évoquer dans l'hypothèse où on souhaite traiter des données personnelles dans le cadre d'une activité blockchain. C'est tout simplement de stocker les données personnelles cryptées en dehors de la chaîne, s'assurer que les transactions sur la blockchain n'utilisent que des liens, des pointeurs vers les données personnelles, un peu comme aujourd'hui sur une blockchain, les NFT ne sont pas sur la blockchain, mais sur des serveurs, et on pointe en fait vers vos NFT qui sont parfois, il faut le savoir, sur des disques durs de ceux qui vous vendent les NFT, ce qui ne garantit pas forcément leur intégrité. Donc, on peut faire ça, mettre les informations, les données dans un coffre-fort numérique qui peut être sécurisé avec des mots de passe, etc. Et la blockchain, ou l'empreinte sur la blockchain, ne fait qu'envoyer un lien pour retrouver cette information qui est totalement en dehors de la blockchain. On peut utiliser aussi plein d'autres solutions. J'en ai cherché, alors ça dépasse parfois mes compétences techniques, évidemment, mais par exemple, des solutions de mixage de transactions. On peut parfaitement aujourd'hui mixer les transactions et ne plus être capable de remonter à une transaction vers un individu parce qu'on aura mis dans une espèce de pool plein de transactions ensemble et on sera incapable de remonter vers ceux qui en étaient à l'origine. On peut utiliser aussi des mécanismes de preuve à divulgation nulle de connaissances. Preuve à divulgation nulle de connaissances, l'idée c'est quoi? C'est de permettre de valider ou de vérifier des informations sans avoir accès à cette information. Il y a aujourd'hui des dispositifs techniques qui permettent de dire cette information existe, on ne dit pas laquelle, et on peut la prouver grâce à un chiffre, un code, une empreinte, etc. Il s'agit juste de savoir d'avoir accès à cette preuve de divulgation, cette preuve à divulgation nulle de connaissances, pour savoir que l'information existe, sans avoir accès au contenu de cette information. On peut, alors je pourrais en citer plein d'autres, mais je ne vais peut-être pas faire l'inventaire, mais j'évoquerai peut-être en dernier lieu
des systèmes de signature de cercle, c'est notamment sur Monero. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on utilise une signature numérique qui va être générée à l'intérieur d'un même groupe d'utilisateurs et par n'importe lequel des utilisateurs avec sa propre clé. Au final, avec ce qu'on appelle les signatures de cercle, il est impossible de savoir quelle clé a utilisé et qui a réalisé la transaction. Ça s'utilise notamment avec la blockchain Monero et ça pose évidemment énormément de difficultés en termes de conformité KYC, Know Your Customer, mais plus que ça, la blockchain Monero, sans vouloir forcément la décrédibiliser, est principalement utilisée sur le dark web, sur Tor, pour payer ou avoir accès à un certain nombre d'activités illicites sans qu'on puisse retracer et savoir qui est derrière l'opération. Donc voilà, aujourd'hui, pour aller sur cette bonne technique numéro 3, limiter et éviter le stockage des données. Bonne pratique numéro 4, utiliser des techniques alternatives de chiffrement ou de destruction des données. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui permettent cela et qui permettent donc d'éviter d'avoir accès aux données personnelles. Dernier élément, la question, dans l'autre sens, là on vient de voir dans le A que le RGPD, la blockchain pouvait être utilisée conformément au RGPD si on respecte certaines bonnes pratiques. Ce n'est pas forcément toutes les bonnes pratiques qu'il faut savoir, mais certaines d'entre elles. Et donc, dans l'autre sens, c'est le B ici, on peut voir que la blockchain peut permettre à des responsables de traitement d'être conformes au RGPD, de respecter le principe de comptabilité. La blockchain, dans son essence même, elle est entre guillemets privacy by design. Dès le départ, l'objectif était d'être confidentiel, garantir l'intégrité des données, garantir un certain nombre de choses qui sont à la recherche du respect de la vie privée. Ce qui semble être quand même en phase avec le RGPD. Il est donc assez intéressant de se dire, mais finalement, la blockchain, avec ses caractéristiques propres, peut certainement être utilisée pour répondre à certaines exigences du RGPD. La blockchain n'est plus ici utilisée pour traiter des données, mais pour respecter le règlement général sur la protection des données. Et c'est donc un outil que vont utiliser aujourd'hui, c'est déjà le cas, des responsables de traitement, leurs délégués à la protection des données personnelles vont travailler à la mise en place de blockchain en interne pour répondre à une conformité RGPD. Je ne sais plus s'il en existe, mais je serais étonné du contraire. Les legal tech, aujourd'hui, vont nécessairement se mettre sur ce créneau et de dire pour votre conformité RGPD, on a mis en place un service sur la blockchain et vous allez pouvoir, grâce à ce service, être conforme au RGPD. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire grâce à la blockchain pour répondre aux exigences du RGPD? Compte tenu de ces fonctionnalités de transparence, d'intégrité des données notamment, il y a des possibilités véritables pour améliorer la gestion des données personnelles, comme par exemple vérifier et gérer le consentement des personnes dont les données sont traitées. Aujourd'hui, l'une des questions qu'on pose aux responsables de traitement dans le cadre d'un contrôle, c'est vous avez dans le cadre de vos activités de traitement certaines activités pour lesquelles vous demandez le consentement de vos clients. Où est-ce qu'il est ce registre de consentement des clients? Comment vous pouvez prouver que ces consentements sont donnés et comment vous répondez aux demandes éventuellement de retrait du consentement? Eh bien, on pourrait parfaitement tenir un registre des consentements sur une blockchain de façon à garantir son intégrité, garantir la traçabilité des opérations effectuées, des données qui sont traitées, du respect de l'exercice des droits, et ça peut être parfaitement utile dans le cadre d'un contrôle de la CNIL qui pourra observer ce qui est inscrit sur la blockchain et qui pourra dire, OK, oui, évidemment, vous avez un registre du consentement,
qui est horodaté minute par minute sur cette blockchain. Et donc, il y a bien cette preuve dont on a besoin pour réaliser notre contrôle du consentement. Et évidemment, ça peut être le cas pour le registre de traitement en tant que tel. Tout le registre de traitement qui peut être réalisé par les responsables de traitement peut certainement être organisé en passant par la blockchain. C'est d'autant plus intéressant que le RGPD, lorsqu'il pose ses exigences aux responsables de traitement, leur demande de le faire avec des mesures de sécurité, des mesures d'intégrité. Je l'ai dit tout à l'heure, les mesures techniques et opérationnelles doivent être appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Les responsables de traitement sont tenus à ça. La blockchain, elle peut offrir ça. Elle offre le chiffrement des données, elle offre la pseudonymisation, elle offre des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Je le crois vraiment. On pourrait bien sûr aller encore un petit peu plus loin, même si là aussi il faudrait, d'un point de vue technique, être assez bien outillé, mais pour tout ce qui concerne la gestion des identités, la blockchain constitue des outils très intéressants pour gérer la question des données personnelles des individus. Il y a très certainement moyen d'avoir une meilleure maîtrise des données par chacun d'entre nous. Il y a plein de projets qui existent sur ce sujet. Je peux évoquer de façon générale peut-être la mise en place, par exemple, d'un portefeuille de données à caractère personnel. De la même façon qu'on pourrait avoir un portefeuille de crypto, on aurait un portefeuille avec toutes nos données personnelles à l'intérieur. Et ce portefeuille, eh bien, on déciderait de valider les transactions de nos données personnelles avec des acteurs qui pourraient se connecter à notre portefeuille de données. Et on pourrait parfaitement sélectionner les données qu'on souhaite transférer ou pas. Il y a aujourd'hui pas mal d'activités sur ce sujet et disons que les choses ne font que commencer. Alors, RGPD et blockchain, je ne sais pas si dans ma démonstration, je suis parvenu à observer qu'ils sont réconciliés. La question était même peut-être, était-il vraiment fâché, puisqu'on voit qu'il y a quand même des points de convergence, même s'il y a des points aussi de frottement. Le tout peut-être, c'est que, comme dans tous les couples, il faut accepter les compromis. C'est probablement ça qu'il faut réussir à faire lorsqu'on parle de RGPD et de blockchain. Quand on mixe les deux, on ne peut pas faire tout ce qu'exactement le RGPD exige et on ne peut pas peut-être non plus faire tout ce que la blockchain promet quand les deux sont ensemble. Alors, dans les hypothèses qui sont peut-être les plus délicates et qu'on a rencontrées, notamment l'exercice de certains droits des individus, probablement qu'une mise à jour ou un réexamen du RGPD peut être envisagé dans la mesure où la blockchain n'apparaît pas du tout dans le RGPD. Et donc ça, c'est, comme je l'ai dit en introduction, probablement un petit peu dommage. Alors, on peut aller jeter un petit coup d'œil dans le RGPD pour voir s'il y a des choses qui peuvent être envisagées. L'article 97 du RGPD évoque la possibilité d'un réexamen d'un rapport tous les 4 ans proposé par la Commission européenne, rapport tous les 4 ans sur l'évaluation et le réexamen du RGPD. Le premier rapport a effectivement été publié le 24 juin 2020 et il ne se concentre pas vraiment sur la blockchain. Là aussi, je fais mon petit contrôle F, je regarde ce qui se dit, décentralisé, registre, etc. Et ce n'est pas hyper complet. Mais ce n'est pas complètement vide non plus. Quand on regarde ce premier rapport de 2020, il invite le Comité européen de la protection des données à faire 2 choses. Il invite à émettre des lignes directrices sur l'application du RGPD dans le domaine. Alors, il y a plein de domaines, recherche scientifique, intelligence artificielle et
chaînes de blocs et autres évolutions technologiques. Donc là, première idée, la Commission européenne demande au Comité européen des données de travailler, d'émettre des lignes directrices sur les chaînes de blocs. Et deuxième formule plus large, réexaminer les lignes directrices en vue d'apporter des clarifications si les évolutions technologiques l'imposent. Il est probable qu'aujourd'hui, les évolutions technologiques l'imposent. Quand on va voir sur le site officiel du Comité européen de la protection des données, la question de la blockchain est bien dans le programme de travail du comité, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant de publication officielle. C'est encore quelque chose qu'on doit attendre. Ce qui est certain peut-être pour conclure, c'est que dans un tel cadre juridique doit être abordé avec une prudence, une certaine prudence et sans précipitation. Il faut très certainement maîtriser tous les risques qu'il y a notamment d'entraver la technologie, parce que c'est aussi ça hein, le problème, c'est que si on va avoir une réglementation trop serrée, on le voit déjà notamment avec le système MiCA qui se met en place pour l'écosystème des cryptos, il y a un vrai souci d'entrave peut-être technologique, et trouver l'équilibre entre ne pas entraver les technologies et permettre des avancées qui soient loyales, éthiques, etc. L'un des enjeux, évidemment, sera de trouver un cadre qui satisfasse tous les acteurs économiques, les citoyens, dans un environnement de travail collaboratif, notamment entre toutes les parties prenantes, l'écosystème blockchain, les États en particulier. Et finalement, pour terminer, tout est encore une fois affaire de compromis dans le cadre de cette réconciliation entre RGPD et blockchain. Je crois que j'ai été plus vite que le temps imparti, mais voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Je suis ouvert aux questions sans savoir à l'avance si je suis en mesure de vous y répondre. Merci. Vous avez des questions dans le public? On a eu deux questions sur... Ouais. Que pensez-vous des sociétés qui externalisent le traitement des données personnelles sur des zero knowledge afin de ne pas avoir connaissance de ces données personnelles? Alors, vous regardez directement. Je vais peut-être regarder là. Hop. Je pense que c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'échapper à la problématique d'avoir à être dans la conformité permanente avec le RGPD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RGPD vient vous dire vous appliquez le RGPD quand vous traitez des données personnelles et que vous exposez ces données à des risques parce qu'ils sont sur vos serveurs, parce que vous les transférez à d'autres, etc. Si maintenant les sociétés utilisent des systèmes qui permettent de ne pas avoir connaissance de ces données personnelles, c'est que ces données personnelles sont anonymes, c'est-à-dire pas pseudonymes, anonymes. On ne sait pas qui est derrière cette donnée personnelle. C'est probablement une bonne chose. J'y suis plutôt favorable si j'ai bien compris la question. Alors, ensuite, il y a une question. Que dire de la base légale de traitement? Alors, c'est un peu vague comme question, je ne sais pas trop quoi vous dire. Si vous voulez préciser, je le veux bien. Mais la base légale de traitement, c'est prévu dans le RGPD comme étant ce qui permet de façon licite aux responsables de traitement de traiter des données personnelles, et donc de dire par exemple, je traite des données personnelles parce que j'en ai besoin pour rédiger un contrat. Eh bien, ça, c'est une base légale de traitement. L'autre base légale de traitement, c'est le consentement. Vous avez consenti à ce que je place des cookies sur votre site internet, c'est une base légale de traitement. Et qu'en dire que c'est fixé par le RGPD, mais sans précision, je ne peux pas en dire beaucoup plus. S'il y a d'autres questions ou pas. Dans tous les cas, s'il y a des questions qui vous parviennent, même dans la journée ou quoi, n'hésitez pas à me les faire suivre par mail, vous avez une mail, et j'y répondrai avec plaisir. Ouais. Supposons que en fait, la solution qui se démarque le plus pour votre discours, c'est concilier la blockchain et le RGPD. C'est donc avoir un organisme auprès duquel les utilisateurs pourraient passer le QASI et ensuite, de façon anonyme, et ensuite leur attribuer une clé publique avec
avec laquelle il faut utiliser des blockchains. Et donc, c'est ce qui permettrait de garder leurs données personnelles anonymes pour tout le monde, sauf cet organisme qui serait certainement l'État. Voilà, peut-être. Ou un tiers privé dans le cadre d'un projet plus privé. C'est ce que font déjà les plateformes d'exchange, en fait. Voilà, ouais, ils délèguent aussi. Et du coup, avec du temps, on ne se limitera pas uniquement à la sécurité sociale ou simplement d'identification sur Internet, mais aussi permis de conduire et d'autres documents, voire le numéro d'imposition, bref, tout ce qui est possible de numériser. Donc, l'élection, c'est la concentration de toutes ces données en un seul point ne serait pas plutôt un recul en arrière. Oui, pour ceux qui peut-être sont à distance et qui n'entendent pas forcément la question, c'est l'idée d'observer que pour protéger les données, on va, de façon un peu paradoxale, les mettre toutes au même endroit dans le cadre d'un service qui serait peut-être un service public, mais bon, je ne sais pas trop. Mais il y a aussi des choses qui se travaillent à l'échelle européenne et de se dire finalement, si je mets toutes mes données personnelles au même endroit, est-ce que ce n'est pas un recul en arrière? Alors, un recul par rapport à quoi? En termes de liberté peut-être, en termes de maîtrise de ces données et en termes de risque aussi. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si c'est un recul, mais ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qu'il faut organiser de façon extrêmement rigoureuse parce que, pour le coup, si on parvient à centraliser toutes ces données très variées des citoyens français, mais aussi européens, par exemple, dans un même endroit, et que ça finit par sauter parce qu'il y a une faille ou je ne sais pas quoi, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut trouver des solutions à ça. J'en ai pas, mais je pointe comme vous le fait qu'il y a un risque très important.